Depuis le temps que je tease l'émission, elle est enfin là, heureux de vous retrouver. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Soyons bon public et on va commencer avec le sommaire. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat et cette semaine on revient sur la mort du format physique. Alors certaines œuvres sont cataloguées en termes de contenu, le DVD Blu-ray, il se vend plus et pourquoi? C'est une très mauvaise nouvelle pour la culture. Je reviendrai également sur quelques news en bref et enfin je terminerai par une recommandation, que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non, bref, je vous en parle en fin d'émission. Et cette semaine, je vais vous parler de Dune partie 2. Et ça commence maintenant. Avant de commencer le sujet, je précise que les sources sur lesquelles je vais m'appuyer sont dans les liens en description, donc au besoin pour compléter mes dires, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors que la chute du format physique continue sa lente et douloureuse mort, il est important de revenir sur pourquoi la perte du format physique est un grand danger pour la culture. Car oui, ici on parle de cinéma, de séries, et ce que je vais dire là également est valable aussi pour les jeux vidéo ou la musique. Alors les chiffres proviennent du baromètre CNC GFK de la vidéo physique de 2021, les liens sont en description encore une fois. Mais concentrons-nous sur le format DVD Blu-ray qui, depuis 2010, les ventes ne font que baisser au point d'observer les rayons entiers disparaître de nos magasins préférés ou même carrément des chaînes de magasins spécialisés à l'international disparaître. Pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires des éditeurs français est passé de 1,38 milliard d'euros en 2010 à 680 millions en 2015 pour finalement être à 406 millions en 2019. On aurait pu croire à une remontée lors du Covid-19, mais c'est carrément tout un marché qui s'effondre et le streaming à côté explose. La Casa de Papel, Little Fish, Power of the Dog, Stranger Things, The Boys, Les Anneaux de Pouvoir, Don't Look Up, qu'on aime ou non ces films et séries sur les plateformes, il est quasi impossible de se procurer leur version physique, mis à part peut-être à l'étranger ou alors en format DVD, mais ça reste très à la marge, car ce contenu, appelons-le comme ça, est bien là pour signer un abonnement. La problématique, à mon sens, est que ces œuvres sont noyées par d'autres contenus au point de disparaître de notre fil d'actualité. Ils seront même, dans les années à venir, plus facilement oubliables qu'une œuvre de cinéma. Car oui, c'est bien le petit plus du cinéma, hormis de vous isoler pour être complètement investi dans l'œuvre sans regarder son portable ou faire autre chose pendant que le film passe à la télé. C'est bien le côté physique qui sort quelques mois plus tard pour être exposé et regardé à l'infini car on possède carrément l'œuvre. Pas d'abonnement de meilleure qualité si on emprunte la qualité Blu-ray et non DVD, le film est à nous et personne ne peut le supprimer. En plus de ça, vous pouvez même le partager. Oui, les plateformes de streaming ont droit de vie, de modification ou de mort sur une œuvre. Le cratère, film produit et diffusé par Disney, n'existe plus, par exemple. Il n'existe pas de format physique et sur la plateforme, il a été carrément supprimé. Willow, la série s'est vue faire de même. Certaines œuvres ont eu le droit à des modifications en fonction des mœurs d'aujourd'hui ou alors des effets spéciaux enjolivés car l'œuvre n'était pas totalement terminée quand on a sorti le film ou la série. Dans le jeu vidéo, on appelle ça une mise à jour en te faisant croire que le jeu est terminé. Cancel culture, certains diront, mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Une plateforme ça coûte cher et il faut sans cesse libérer de la place pour de nouveaux contenus et les programmes les moins regardés sont enlevés du réalité économique. Alors on est en droit de se poser une question. Si les plateformes ont droit de vie ou de mort sur une œuvre, le physique doit être l'alternative car l'œuvre, encore une fois, nous appartient. Une bibliothèque n'est pas un algorithme qui vous imposera telle ou telle œuvre. Mais après ça, c'est un autre sujet. Même si on additionne le fait que certains contenus en streaming disparaissent et que les ventes de supports vidéo, de vidéos Blu-ray, qui ont diminué près de 23,10% en 2020 par rapport à 2019. Bon, c'est vrai que ces chiffres commencent un petit peu à dater, mais dites-vous que la courbe continue de baisser, mais ça permet d'illustrer mon propos. Le prix du DVD Blu-ray devient plus rare car moins produit,
forcément le prix augmente, ce qui n'encourage pas la consommation. Cependant, restent toujours les offres qui sont légion pour pouvoir se procurer un film qu'on a beaucoup aimé, ou qu'on a aimé tout court d'ailleurs. Malgré la hausse du prix, les recettes des films en vidéo sont en diminution de 28,5% par rapport à 2019. Donc je suis conscient que l'achat d'un film, le prix d'un billet de cinéma, est un coût et qu'avec l'inflation que l'on subit tous depuis quelques années, forcément, le produit culturel n'est pas forcément la priorité. Mais je peux m'empêcher d'avoir peur vis-à-vis de la disparition de ces produits culturels. Dans le film produit par Netflix, Le Monde après nous, le réalisateur s'autorise à nous parler du streaming de façon étonnante et ironique vu que son film disparaîtra un jour lui aussi dans le méandre du contenu de la plateforme et n'existera plus lui aussi un jour. En effet, le film nous indique que si notre société tombe, le monde sera isolé et Internet coupé, ce qui implique que nous n'aurons plus d'influenceurs déjà d'une part, mais surtout que notre accès à la culture sera impossible sauf si nous avons l'accès au format physique. Rose, la jeune fille du long métrage, souhaite voir la fin de sa série préférée Friends. Mais comme plus d'internet dans le monde, impossible de finir le dernier épisode. Imaginez la frustration de ne pas avoir la possibilité de voir la fin de sa série préférée ou de votre série préférée. Il y a de quoi presque péter un câble pour la jeune fille, ce qui était assez drôle, car en vérité les enjeux sont tellement énormes à l'extérieur que dans la vraie vie, nos obsessions se dirigeraient vers autre chose. Mais l'obsession de la jeune fille grandit au fur et à mesure de l'histoire. Elle finit par trouver une maison où les DVD de Friends sont bien présents et elle pourra finir enfin sa fameuse série grâce au format physique. Autocritique ou cynisme de la plateforme, car ils ont contribué à la disparition du format physique, mais en réalité la volonté de Netflix, un peu comme Space Jam 2 avec HBO, c'est de vous diriger vers un autre contenu sur la plateforme, de rester connecté, de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir Friends. Peut-être que la critique vient d'une façon plus que maligne de son réalisateur en réalité. Et oui, si Internet tombe, où trouver les films, les séries ou même vos jeux vidéo préférés? C'est une véritable question. Même si ça fait très survivaliste dit comme ça évidemment. Il est important de sauvegarder notre culture. Cependant, malgré que le format physique baisse et disparaît, je continue de garder espoir pour l'avenir. Malgré les rayons de plus en plus réduits, malgré la fermeture de magasins spécialisés, je reste convaincu que le format physique va résister, en tout cas dans le domaine des séries et des films. Pour les jeux vidéo, je vais y revenir après. Le DVD reste toujours numéro 1 face au Blu-ray. Mis à part la différence de prix, je ne comprendrai jamais ce phénomène, surtout avec les nouveaux écrans qui nous accompagnent. Mais je préférerais toujours quelqu'un qui achète un DVD plutôt qu'une personne consommant uniquement du streaming, car il contribuera à son échelle à la possession culturelle. Selon Margot Barallon, journaliste spécialisée dans le cinéma, aujourd'hui le DVD est, pour certains, vraiment le seul moyen d'arriver à les regarder, et ce, alors que l'on a une offre qui peut paraître pléthorique sur les plateformes. Mais aujourd'hui, il y a des films que vous ne pouvez trouver nulle part. Donc plutôt que d'attendre qu'une plateforme se décide à acquérir les droits de tel ou tel vieux western, vous avez tout intérêt à essayer de les trouver en DVD. De plus, si on va plus loin, dans le format physique, on y retrouve des making-of, des versions longues, les commentaires de l'équipe et d'autres bonus qui intéresseront plus que les cinéphiles et les curieux. Mais c'est une vraie plus-value. Certains consommateurs sont dans cette recherche. Margot Barallon continue son propos. On voit que c'est vraiment un marché pour cinéphiles passionnés. Même si les ventes globales baissent, on continue de vendre à une niche. Les éditeurs font de plus en plus d'efforts concernant les coffrets, quitte à les vendre jusqu'à même 40 voire 50 €, car ce marché existe. Les collectionneurs sont bien présents pour avoir l'ultime édition du Seigneur des Anneaux 4K par exemple. Regardez la stratégie de Disney, copiant son principal concurrent, HBO Warner. Certaines séries, qui pourtant jusque-là étaient exclusives à Disney+, vont ou sont déjà sorties en Blu-ray 4K Steelbook à 50 €, car le marché existe bel et bien. Certaines offres offrent la possibilité de sortir une version physique de leur œuvre en quelques exemplaires, car conscient que c'est devenu un marché de niche. Margot Barallon ajoute: il y a vraiment l'ambition de se forger une DVD-thèque, de la même manière que l'on se forge une bibliothèque. Je lis sur tablette, mais j'aime posséder les livres physiquement, parce que ce sont des objets qui vous définissent un peu aussi chez vous. Et ça, c'est important, cette envie de possession de l'objet physique qui compte. J'avais dit que je parlerais un peu de jeux vidéo, mais l'avenir semble beaucoup plus sombre pour cette industrie. On le voit par exemple chez Micromania, vendant des figurines pop plus que des jeux vidéo, car le dématérialisé semble se démocratiser
démocratisé de plus en plus. Les consoles abandonnent au fur et à mesure le lecteur, forcément plus de marché d'occasion pour contrer le rapport financier d'un studio, et le prix est mieux maîtrisé sur une plateforme qu'en magasin qui peut avoir un prix Day One, comme Carrefour ou Leclerc. L'économie tend vers le dématérialisé, et je pourrais prendre l'exemple du collectionneur, mais même dans les versions collector, parfois le jeu physique est absent, et est remis en code, voire même pas du tout. Je pourrais prendre aussi l'argument de posséder l'œuvre, mais même quand tu achètes un jeu vidéo physique, la plupart des jeux doivent avoir une mise à jour, ce qui indique que tu ne possèdes pas réellement l'œuvre. Imaginez si les serveurs un jour disparaissent, ou se plantent carrément, ou ferment, le jeu sera parfois injouable. Je pourrais aussi argumenter sur le volume d'un jeu qui est de plus en plus gros, comme le dernier FF7 par exemple, qui pèse presque 150 Go et qui est vendu au format physique par 2 Blu-ray, ce qui n'annonce rien de bon en coût de production, mais aussi pour faire tenir dans un format physique tout un jeu. Alors oui, les Chinois auraient inventé un Blu-ray exponentiel pouvant contenir pas mal de données. Et là aussi, il faut voir si ce genre de disque est commercialisable pour le grand public, ce qui n'est pas encore le cas. Je comprends aussi le manque de place, le prix qui peuvent décourager pour posséder une œuvre culturelle, mais essayons de garder cet esprit sur une œuvre qui vous aura marqué, de vous demander si ça vaut le coup de la posséder et la revoir à tout moment. Pas besoin d'être collectionneur non plus, mais si une œuvre vous a marqué, n'oubliez pas qu'elle peut complètement disparaître si vous ne la possédez pas. Voilà, c'était une réflexion sourcée que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas en commentaire aussi également de donner votre avis sur ce sujet, ça m'intéresse et je vous lirai à chaque fois. Et j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. Et maintenant les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. La première news concerne le film Monkey Man. Dites-vous que normalement, ce projet aurait dû être sur les plateformes de streaming, tiens, ça, en plus on enchaîne bien, et notamment sur Netflix, mais non, on aura bel et bien une sortie en salle et les critiques commencent à nous venir aux oreilles et c'est étonnamment bon. Étonnant car si je devais être honnête, la bande-annonce, elle m'a fait ni chaud ni froid, elle m'avait pas plus fait vendre le projet, et même si on a Dev Patel à la réalisation, qui plus est, peut effleurer aussi ma curiosité. Une impression pour ma part d'un John Wick du pauvre, mais écoutez, les premiers retombées des spectateurs sont là pour contredire aussi mes premières impressions. Alors nous avons, par exemple, c'est un film d'action destiné à un public progressiste qui a besoin d'une sorte de soulagement dans une époque d'instabilité et de terreur, ainsi qu'un film d'action pour ceux qui veulent juste voir Dev Patel décimer chaque personne qui ose croiser son chemin. Donc là c'était la critique de Slash Film par exemple. Autre critique, bien que beaucoup plus sombre qu'on pourrait s'y attendre, à des kilomètres de plaire au public, cela prouve que Patel est une force avec laquelle il faut compter, non seulement en tant que star d'action, mais en tant que personne compétente derrière la caméra. Critique de The Wrap. Et enfin, autre critique également, le film tient certainement ses promesses sur le plan de l'action, mais il parvient également à bien jeter les bases de son histoire afin que le dénouement en vaille la peine. Monkey Man n'est pas un thriller d'action basique, c'est une histoire d'opprimé sur le pouvoir du peuple. Donc ça c'est la critique de Screen Rant. Autre critique, avec Monkey Man, Patel propose une histoire allégorique qui combine les sensibilités techniques et héroïques de ses figures d'action préférées, Bruce Lee, John Wick, avec les mythologies ancrées dans son identité ethnique. Critique du Hollywood Reporter. Et on passe à la deuxième news. Deuxième news, la bande-annonce du remake de The Crow est sortie. Là aussi, je pourrais faire un peu mon aigri car esthétiquement, on emprunte beaucoup aussi à John Wick. Cependant, je note 2-3 plans plutôt léchés qui peuvent attirer ma curiosité. Porté par Bill Skarsgård avec une coupe mulet et en étant moins maquillé que le clown de ça, peut faire de belles promesses en s'essayant moderne, mais ça peut être aussi un piège dans le ridicule. The Crow adopte un style très métal et gothique, que ce soit le roman graphique ou le premier long métrage, c'est d'ailleurs à ça que le film porté autrefois par Brandon Lee était reconnaissable, alors le choix de musique qui ne s'accorde pas au visuel, cela peut décontenancer certains selon moi. Le réalisateur de Ghost in the Shell a un sacré poids sur les épaules pour faire mieux et semble quand même bien éloigné, mais après tout, adapter c'est trahir, alors réponse dans les salles obscures le 5 juin prochain.
troisième et dernière news, The Batman 2 repoussé par Warner. Alors que le scénario vient d'être bouclé par Matt Reeves et le faire en un an, tourner plus prod semble impossible, la date est convenue finalement au 2 octobre 2026. Au vu des derniers fours des films de super-héros, il est bon de privilégier la qualité et c'est parfois du temps. Sans compter que le DCU va être rebooté en 2025, c'est peut-être l'occasion pour les films solo sans univers partagé de souffler un peu et surtout d'être un véritable événement en étant espacé. The Batman, premier du nom, a été un vrai succès, gagne en popularité avec le temps. Personnellement, je pense que ça peut être une bonne chose pour l'équipe du film. Ils prennent leur temps afin de peaufiner le film à l'heure où les productions vont de plus en plus vite, et parfois même trop vite, on l'a vu, d'ailleurs avec certaines productions d'ici. Et voilà, c'était terminé pour les news en bref, on va passer à la troisième partie. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces bandes annonces ou de ces news? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et pour finir l'émission, ma recommandation. Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être, comme je disais en début d'émission, un film, une série, que ce soit une œuvre ancienne ou récente, peu importe, considérez ça comme une mini-critique, car je n'irai pas forcément tout le temps dans le détail. Et c'est parti. Ma recommandation forcément, car j'arrive après la guerre, mais j'ai envie de vous parler de Dune partie 2. Mais je vais l'attaquer différemment car pour une fois, c'est une réaction à froid. Alors on peut se poser une question, mine de rien, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec Dune partie 2 ? Alors qu'on soit clair, j'ai adoré le film, visuellement j'ai pris une claque, j'ai trouvé le son, la mise en scène, les acteurs, les libertés aussi d'adaptation au top, au moins vous savez ce que j'en pense. Et en même temps, ça fait partie des recommandations donc normales. Mais voilà, je vois des critiques assez dingues en comparant à l'incomparable, puisqu'on compare Dune partie 2 à The Dark Knight ou encore Le Seigneur des Anneaux, voire peut-être même à l'Empire contre-attaque. Alors je pense que c'est pour indiquer qu'il s'agit d'une meilleure suite que le premier, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, Dune partie 1 et 2 sont les phases d'une même pièce. Ce que je veux dire par le fait qu'on a fait un peu trop, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure dans ce que j'ai pu lire. On parle de chef-d'œuvre pour certains, alors que bon, le film est sorti fin février, et pour d'autres, d'une merde absolue. Alors c'est forcément extrême, je trouve. Imaginez que quelqu'un voit ces critiques, on parle quand même d'un score de 93% sur Rotten Tomatoes quand j'écris ces lignes, tout de même, forcément, tu vas avoir de grosses attentes. Et celles-ci vont peut-être entraîner une déception en le survendant. Dune partie 2, pour moi c'est comme la partie 1. Le film sera appréciable et on découvrira d'autres éléments si on le regarde plusieurs fois. On n'aura pas la même vision qu'au premier visionnage car le film est très riche. Certains qui avaient été déçus par la partie 1 ont même commencé à le réhabiliter. C'est pour cela que je dis que c'est finalement un film près de 5 heures exceptionnel. Comme quoi les films longs ont de bons avenirs devant eux. Après, si je me concentre sur la partie 2 uniquement, le film est très beau encore une fois, j'ai adoré, mais je ne le qualifie pas non plus de chef-d'œuvre. Je trouve même qu'il a des défauts par certains moments. Par exemple, le film va parfois trop vite. Je l'ai trouvé même très court, sur des éléments essentiels. J'aurais aimé qu'on développe certains éléments sur l'empereur, ou même sur la fille de l'empereur, jouée par Florence Pugh. La bataille finale est trop expéditive malgré l'ingéniosité de Villeneuve à faire du hors-champ, où l'on sent vraiment par le son la détermination de Paul et les Fremen d'arriver jusqu'à l'empereur. Et certaines scènes, a contrario, peuvent parfois être longues ou pas grand-chose. Un défaut de rythme qui est tout de même à souligner. Après, j'ai envie de vous dire, c'est comme se plaindre d'un buffet à volonté avec 2 crevettes qui sont pas fraîches. Mais oui, Internet en fait parfois trop sur le film, et malgré que j'ai adoré le long métrage, je mets aussi quelques réserves qui m'ont paru frustrantes. Car oui, Dune partie 2 était pas loin de l'excellence, mais certains choix, à défaut de rythme, arrivent parfois à me sortir du film. Sans parler du teasing pour une troisième partie qui peut procurer cette même frustration, vous savez, qu'à la fin de la partie 1. Forcément, on attend avec impatience Dune Bestia, et moi le premier. En tous les cas, n'hésitez pas à faire votre propre critique et de dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et peut-être que j'en ferai même d'ailleurs une vidéo plus longue, mais comme il est encore un peu à l'affiche, c'est ma recommandation, et faites-vous surtout votre propre avis. Voilà, c'est terminé pour cette première émission. J'espère que ça vous aura plu. Désolé encore une fois qu'elle ait mis du temps à sortir, car les bilans top flop de 2023 ont été plus longs que ce que je pensais. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je ferai beaucoup plus court les bilans de l'année, de sorte à ne pas traîner 3 mois dessus. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Je ne sais pas encore comment elle va s'articuler. Est-ce que je ferai un grand sujet comme là j'ai fait avec le format physique? Est-ce que je ferai également aussi plusieurs recommandations et non pas une recommandation? À voir comment ça s'articule, est-ce qu'il y aura plus de news en bref. Voilà, vous avez à peu près maintenant le squelette de l'émission. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à dire ce que vous en avez pensé dans
dans la rubrique commentaires. Je serai encore une fois ravi de vous lire. Bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.